Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire consacré à la question de la qualité de vie et des conditions de travail dans le secteur associatif et comment y travailler. Pendant cette heure et demie, notre but est de travailler sur différents angles de ce sujet assez vaste. Nous avons choisi, et les différentes intervenantes et intervenants traiteront particulièrement de la question des conditions de travail, de l'organisation du travail et des relations au travail, qui sont trois composantes importantes des questions de qualité de vie et conditions de travail, dans le but de vous alimenter sur des modalités de fonctionnement qui sont les plus adaptées possibles au sens que vous souhaitez mettre en place au sein de votre structure. Pour nous, c'est une préoccupation importante, ce sujet-là, et qu'on a souhaité cibler sur plutôt des structures de moins de 10 salariés, voire moins de 20 salariés, puisqu'aujourd'hui, c'est 72% des associations à peu près qui ont moins de 10 salariés. Et il nous semblait intéressant d'avoir un apport spécifique sur ces sujets. Là, c'est le moment où le diapo ne veut pas défiler, ça y est, c'est bon. Par rapport aux règles de modération, j'ai vu une question dans le chat. Nous sommes en format webinaire, donc les participantes et les participants ne peuvent pas prendre la parole, mais il est possible de nous adresser vos questions tout au long du webinaire via le module questions et réponses. Euh, pour faciliter la diffusion des interventions de ce webinaire, il est enregistré actuellement. Et si vous êtes inscrit, vous recevrez l'ensemble des supports liés à ce webinaire, y compris le diaporama qui est en train de défiler. Avant de passer la parole aux intervenantes et aux intervenants, au programme d'aujourd'hui, ce que nous vous proposons de traiter, ce sont à la fois à travers deux interventions, les enjeux de la qualité de vie et des conditions de travail, avec un certain nombre de notions et des éléments d'état des lieux et de particularités liées au monde associatif qui vous seront exposés, deux témoignages de structure et bien sûr des temps de questions-réponses. Pour nous éclairer sur ces différents sujets, nous avons mobilisé Kaby Frassi, qui est juriste en dialogue social au sein du syndicat employeur Exopé, ainsi que Malo Mofakami, qui est maître de conférence en sciences économiques à l'université de Sorbonne Paris-Nord pour nous parler des enjeux. Nous aurons ensuite deux temps de témoignages à travers un accompagnement mis en place en Occitanie Midi-Pyrénées dans le cadre du DLA, avec à la fois un témoignage des chargés de mission qui ont accompagné cette démarche et de Saïd Idrissi, qui est directeur de l'association qui a été accompagnée dans le cadre de ce travail. Et ensuite, nous aurons un autre témoignage de Sébastien du Centre de découverte du son, qui est basé en Bretagne, qui nous en dira plus. Sur l'animation et la coprésentation, j'assurerai le passage entre les différentes intervenantes et intervenants. C'est un webinaire aussi qui a été co-organisé avec les mouvements associatifs régionaux membres du mouvement associatif qui apporteront quelques éclairages et qui m'appuieront dans l'animation de ce webinaire. Je vais, sans plus tarder, concernant les enjeux, passer la parole à Camille, qui va nous éclairer sur quelques notions sur cette question de la qualité de vie et des conditions de travail. Merci Marion. Donc je suis Camille Frassi et merci pour l'invitation. Je suis donc juriste au sein de l'organisation qui est Exopé et j'accompagne la négociation de branches que sont le sport, le tourisme social et familial. Mais je m'intéresse aussi et surtout à des sujets en lien avec la gestion des ressources humaines et de fait au sujet qui nous occupe aujourd'hui. Donc, j'ai pour mission de vous présenter le cadre général et je vous propose de revenir un peu à la source. En fait, la qualité de vie au travail, devenue la qualité de vie et des conditions de travail, elle trouve son origine dans un accord national interprofessionnel qui date du 19 juin 2013 et donc un ANI, comme on l'appelle, hein, c'est un accord qui est négocié au niveau national par des organisations représentatives à ce niveau-là et qui s'applique à presque tous les secteurs, puisque donc sont visés l'industrie, la construction, le commerce et les services. Et ils font souvent figure d'avant-projet de loi, en fait, ces ANI.
L'ANI 2013, il précisait déjà dans son texte que la notion de qualité de vie au travail, ça renvoie à des éléments multiples qui sont relatifs en partie à chacun des salariés, mais également étroitement liés à des éléments objectifs qui structurent l'entreprise. Donc, ça peut se concevoir comme un sentiment de bien-être. C'est comme ça que c'était exprimé à l'origine. Une perception qui se veut collective et individuelle du travail. Et ça tient de l'ambiance, de la culture de l'entreprise, de l'intérêt du travail lui-même, des conditions dans lesquelles il est exercé, du sentiment d'implication. La liste est assez longue. Mais en 2020, un autre ANI est intervenu pour remanier ce champ de la QVT pour en faire un champ plus large en précisant et en ajoutant ce fameux C qui vise les conditions de travail. Et l'objectif, c'était vraiment de clarifier le périmètre d'action en insistant sur le fait que les conditions de travail, c'est l'élément central. Certains ont pu considérer que mettre en place un jeu de fléchettes ou organiser des petites sessions de yoga, c'était de faire de la qualité de vie au travail, en ignorant l'essentiel, c'est qu'il faut interroger le travail, son organisation, sa répartition, les modes de management. Enfin, voilà, l'ANI de 2020, il se veut être bien plus large et aussi bien plus clair. Il a eu un mérite, c'est de dire que on interroge pardon, aussi le sens du travail et le fait que le salarié lui-même est acteur. On considère que la qualité de vie au travail avec ce texte ne doit pas être quelque chose de descendant, mais quelque chose qui se pense aussi collectivement. Et la dernière marche de cette évolution, c'est finalement voilà, son inscription dans le Code du travail, donc l'ANI avant projet de loi, a trouvé une traduction très concrète au sein du Code du travail qui figure à l'article L2242-17, qui est en fait une création d'un sujet de négociation annuel devenu obligatoire pour certaines entreprises. Et je reviendrai sur ce point après, mais donc un sujet, une thématique de négociation qu'il faut remettre sur la table de façon régulière. On y lie qualité de vie et conditions de travail à ce moment-là à à la question de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc, le changement vraiment, QVT, QVCT, c'est que maintenant, on considère que les salariés doivent s'exprimer, ils doivent participer dans tous les champs des possibles, à interroger en tout cas l'organisation du travail et aussi les questions de prévention de santé, puisque c'est donc là que je vous amène maintenant. Au-delà donc de son inscription dans l'ordonnancement juridique, on peut aussi se mettre sur un plan plus historique. Disons que dans l'histoire du droit social, la création de la QVCT, c'est aussi la traduction d'un monde du travail modernisé. Vous n'êtes pas sans savoir que l'employeur est tenu au titre de l'article 41-21-1 du Code du travail. Excusez-moi, je suis juriste, je suis obligée de parfois mettre un petit peu d'articles du Code dans mes développements. Mais donc l'employeur est tenu à une obligation de sécurité et de protection vis-à-vis de ses salariés. Cette obligation a été dite de résultat à l'origine. Clairement, il fallait qu'il fasse tout son possible et qu'il n'y ait pas voilà, d'erreur dans sa gestion des risques professionnels. Elle a été allégée depuis 2015 grâce à la jurisprudence, mais il faut à ce moment-là que l'employeur puisse démontrer qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires. Donc, une obligation pour l'employeur en matière de prévention des risques et une obligation de santé et sécurité modernisée avec la question de la santé mentale, puisque qualité de vie et conditions de travail, ça nous fait passer d'une prévention du risque physique à une prévention des risques dits psychosociaux. C'est ça qui est entré dans les discussions, dans les textes légaux depuis une vingtaine d'années. Vous aurez peut-être le souvenir des fameuses jurisprudences de France Télécom, mais donc dans ce cadre-là, on a pu reconnaître qu'un suicide au travail pouvait être causé par un, un harcèlement dit institutionnel. Et donc là, on a posé les jalons d'une prise en compte du risque psychosocial dans l'entreprise et le droit a évolué en ce sens. C'est-à-dire que dans l'ère industrielle, on prenait en compte le risque professionnel physique, en premier lieu, évidemment. Et donc maintenant, vous avez des textes qui traitent de l'usage des locaux, des aménagements de postes, de la qualité de l'air, de l'exposition à des risques tels l'amiante. Enfin, voilà, le risque physique était déjà très encadré. Et désormais, donc, les risques psychosociaux doivent eux aussi être pris en compte dans la politique de prévention de l'employeur. Donc, pour remplir son obligation, en fait, l'employeur, il est guidé par des principes qui sont dits généraux de prévention. Et donc, c'est une sorte de liste de précautions qu'il doit prendre. Je vous en fais une lecture rapide, mais il y en a un qui est particulièrement intéressant voilà, de souligner. Dans sa politique de prévention, l'employeur, il doit éviter les risques
première marche de la prévention. Il doit évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités. Ensuite, il doit combattre les risques à la source, hein. On ne met pas de pansement, on va chercher quelle est la cause première pour éviter ou en tout cas limiter les risques professionnels. Il doit adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, les choix des équipements, des méthodes, etc., etc. Il tient compte de l'évolution de la technique pour que justement ce soit bien le travail qui s'adapte à l'homme notamment. Il remplace ce qui est dangereux parce qu'il ne l'est pas ou parce qu'il l'est moins. Et donc, c'est ce passage en particulier qui me paraît intéressant. Il doit planifier la prévention en intégrant dans un ensemble cohérent la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, au harcèlement sexuel, aux agissements sexistes, à la violence au travail. Il doit prendre des mesures de protection dites collectives. En premier lieu, on protège tout le monde avant de s'attaquer à des problèmes particuliers. Et il doit évidemment donner des consignes appropriées aux travailleurs. Voilà ce qui doit guider vraiment l'employeur dans sa politique de prévention. Et s'il fait tout ça, a priori, il est quand même assez protégé dès lors qu'il peut y avoir des difficultés qui seraient soulevées dans l'activité. Ce qu'il faut donc vraiment comprendre, c'est que la qualité de vie au travail a fait entrer le risque psychosocial et la santé mentale dans vraiment la sphère d'action et de prise en considération des risques professionnels par l'employeur, mais pas que, puisque je vous l'ai dit, qualité de vie et des conditions de travail, c'est vraiment embarquer tout le monde. Et il y a un article qui existait déjà dans le Code du travail, mais qui n'est pas souvent mis en avant, que moi j'aime partager, c'est l'article 4122-1 qui prévoyait déjà, avant qu'on parle de qualité de vie et des conditions de travail comme un sujet partagé, que le salarié lui-même doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celle des autres personnes sur le lieu de travail, en fonction de sa formation et de ses possibilités. D'en découle évidemment hein, le respect des consignes qui lui sont données, l'utilisation des équipements de protection dont il dispose, et évidemment de suivre les formations et les informations qui lui sont données par l'employeur. Donc QVCT, c'est une obligation de santé et sécurité dite modernisée. Elle permet d'agir sur et par le travail pour que la santé des salariés soit améliorée, mais pas que. Dès le premier texte, dès le premier année, on a souligné que la QVCT permettait d'améliorer la performance de l'entreprise. Donc, en gros, tout le monde y gagne. L'intérêt de la QVCT, c'est bien d'embarquer tout le monde et de s'interroger sur une multitude de sujets que je vous propose de mieux découvrir, puisque on sait, en tout cas, il est maintenant acquis que la QVCT est multidimensionnelle. Et la fleur qui vous est proposée là, c'est en fait une figure qui a été voilà, modélisée par l'ANACT. Et donc l'ANACT est un acteur important en matière de prévention et de QVCT. Voilà, c'est donc l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail. C'est un établissement public administratif qui a une mission de service public et qui est en plus géré paritairement. Ils ont vraiment pour rôle d'accompagner les associations, les TPE-PME sur toutes ces dimensions. Et donc, ils sont en tout cas vraiment une bonne ressource. Leur site propose vraiment beaucoup de guides et d'outils qui peuvent servir les questions. En tout cas celle de la QVCT. Et donc, voilà, ils ont considéré, formalisé le fait qu'il y a 6 dimensions. Et donc, on peut agir dans le cadre de ces 6 dimensions pour servir la qualité de vie et les conditions de travail. Et donc, je vous propose voilà, d'aller un tout petit peu sur chaque pétale de cette fleur. La première, donc, elle traite de l'organisation du contenu et de la réalisation du travail. Attaquer ce morceau, ça a plusieurs objectifs. C'est permettre à chacun de faire son travail dans de bonnes conditions, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit temporelle, qu'elle soit physique. C'est aussi mettre en place une organisation du travail qui facilite l'activité et qui donne un pouvoir d'agir à chacun et qui favorise par ailleurs l'égalité entre vie pro et vie personnelle. Dans ce cadre-là, on peut donner peut-être quelques exemples hein, de bonnes pratiques de QVCT, mais ça passe par presque j'ai envie de dire le b.a.-ba, hein, mais clarifier le rôle de chacun dans une organisation, savoir qui fait quoi, c'est quand même de bons indicateurs pour que chacun se trouve à sa place et sache sur qui il peut compter. Donc voilà, un organigramme qui fait le boulot, c'est déjà attaquer les qualités de vie et les conditions de travail voilà, en modélisant et en faisant savoir comment fonctionne la structure. On peut imaginer aussi associer des salariés à un projet de changement, hein. On va changer, voilà, on va changer une organisation qu'on a connue depuis très longtemps. Bah, embarquer les salariés avant même que les choses soient lancées, c'est quand même aussi se donner toutes les chances que les choses soient bien vécues et que ce soit vécu en tout cas dans de bonnes conditions.
Un autre aspect, une autre dimension de la qualité de vie et des conditions de travail, c'est s'attaquer donc au projet d'entreprise et de management, en tout cas d'encadrement. Et là, l'idée, hein, c'est que chacun puisse trouver du sens à son travail. Il faut qu'on sache pourquoi on est là, ce qu'on attend de soi. Et si en plus on peut en retirer une sorte de satisfaction, bah, c'est encore mieux pour tout le monde, pour le dire de façon assez simplifiée. C'est aussi se donner les moyens de mener son activité de façon efficace et satisfaisante. Et donc, c'est là qu'on vient interroger. Alors, méthode de management, c'est pas un terme qui me plaît forcément, hein, surtout qu'on est dans voilà, le cadre associatif, mais les encadrants, l'encadrement en tant que tel, doit vraiment être associé voilà, au suivi, à l'accompagnement. J'ai, j'ai tendance à considérer que voilà, les encadrants sont quand même les premiers qui sont en capacité d'avoir, voilà, de capter hein, le climat social, de capter les signaux, qu'ils soient faibles ou forts, et qui permettent aussi à l'employeur, sur qui on doit compter pour agir, bah, de savoir ce qui se passe. Donc vraiment, soigner son équipe d'encadrement, c'est aussi servir la QVCT de son entreprise. Et donc là, comme premier exemple, voilà, c'est aussi veiller à ce que l'information et la communication interne soient voilà, de qualité, surtout quand il y a des périodes de changement importantes. Voilà, anticiper, prévenir, donner les bonnes informations, accompagner. C'est par cette entrée qu'on peut, en tout cas, aborder le projet de l'entreprise et l'encadrement dans sa dimension QVCT. L'autre angle, c'est l'égalité au travail. Je l'ai dit et je le redirai très rapidement, mais la question de la qualité de vie et des conditions de travail a souvent, en tout cas dès l'origine, été associée aux questions d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, aux questions de vie, de conciliation, pardon, entre vie privée et vie professionnelle. Et donc, assurer l'égalité au travail et donc un égal accès à la QVCT, c'est évidemment quelque chose qu'il faut encourager. C'est chercher aussi à résoudre des inégalités dans les conditions selon les populations, parce qu'on peut avoir des situations très particulières qui amènent à aménager les choses pour qu'elles soient le mieux vécues, mais que ce soit pour des considérations d'âge, de métier, de parentalité, se pencher sur ces situations particulières et faire en sorte que tous ceux qui sont concernés par ces situations aient accès aux mêmes modalités d'organisation, aux mêmes droits, aux mêmes avantages, c'est servir la QVCT, évidemment. C'est donc aussi veiller à une équité des pratiques en matière de ressources humaines, hein, que ce soit au moment de l'embauche, au moment de l'accompagnement à la formation, au moment où on verse des avantages sociaux. Voilà. L'égalité au travail, c'est évidemment quelque chose qui est au service de la qualité de vie et des conditions de travail. Et donc, c'est un des aspects que l'ANACT nous présente. La quatrième dimension, c'est le dialogue social et professionnel. Et donc là, en fait, c'est permettre vraiment de discuter. Discuter dans le cadre d'un dialogue social institué, c'est-à-dire si vous avez une instance représentative du personnel comme le CSE ou un représentant syndical en face de vous avec qui vous pouvez négocier des accords, veillez à avoir un dialogue social qui soit organisé, qui soit proactif. C'est nécessairement bon pour tout le monde, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est quelque chose qu'il faut soigner, même si je crois savoir que ce sont des petites structures qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément d'interlocuteur voilà, de ce type pour avancer. Et c'est aussi pour ça que l'autre levier, et on le verra juste après, c'est soigner le dialogue professionnel, entendu comme tout échange dans le cadre du travail, qu'il soit formel ou informel. En tout cas, permettre le dialogue, c'est vraiment s'assurer de bonnes conditions de mise en œuvre des conditions de travail. Le cinquième pétale, il traite des compétences et des parcours. Et donc là, l'objectif, vous le comprenez assez facilement, hein, c'est de permettre à chacun de se développer au travail, d'envisager l'avenir, de ne pas se sentir coincé dans sa situation, donner des perspectives à quelqu'un. Voilà, c'est forcément quelque chose de rassurant. Alors, on n'a pas toujours les moyens pour le faire, mais déjà, la volonté de le faire, c'est une bonne chose. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est à encourager. Et ça, c'est finalement voilà, accompagner les trajectoires professionnelles, c'est imaginer des mobilités de métiers en interne, plus largement, voilà, c'est proposer des actions de développement des compétences, avoir une politique de formation qui soit efficace ou en tout cas motivante. Ça passe aussi par là. Euh, la dernière dimension, et on est déjà passé par cette étape, mais hein, c'est vraiment traiter de la santé au travail et disposer d'une politique de prévention efficace. Et donc là, c'est voilà, progresser en matière de prévention primaire des risques professionnels, hein. Les risques professionnels, ce sont toutes les expositions à des situations qui peuvent avoir un effet donc sur la santé, qu'elles soient physiques ou mentales. Et donc déjà avoir en tête que on a
une sorte de compte à rendre en la matière à ces personnels, c'est un premier et un pas essentiel. C'est aussi s'assurer que l'organisation du travail, que l'encadrement est favorable à la santé au travail. Et donc, il faut interroger peut-être sa politique primaire de prévention. Est-ce que vous avez un document unique d'évaluation des risques qui vous permet de faire cet inventaire? Est-ce que les questions sur le télétravail se posent? Est-ce que ce qui a été mis en place est bien vécu? Est-ce qu'il faudrait réfléchir à revoir ce qui a cours? Voilà, interroger vraiment la santé au travail dans sa dimension globale, c'est presque la première entrée de la qualité de vie et des conditions de travail. Voilà pour ces 6 dimensions. Je vous propose qu'on creuse un tout petit peu plus les leviers d'action qui sont à la main de l'entreprise. Et Camille, Oui, et je vais faire défiler. Est-ce qu'on peut se laisser encore 2 petites minutes pour conclure sur cette partie-là? C'est bien sûr, possible? oui, 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 Merci. Les 2 leviers d'action, je vous les ai exposés, hein, mais c'est avoir un dialogue social qui soit performant, donc remplir ses obligations en la matière, c'est essentiel. Si ce n'est pas dans ce cadre-là, s'il n'y a pas d'accord QVCT qui est négocié, ni de plan d'action qui est mis en œuvre, c'est de toute façon soigner son dialogue professionnel, hein, dans le quotidien du travail, vraiment, dans le cadre des entretiens qui sont institués, c'est quand même se donner les moyens d'avoir voilà, un dialogue, hein, c'est ce qui est commun à ces 2 leviers. Il faut pouvoir embarquer tout le monde, c'est bien une donnée sociale qui est importante, mais c'est aussi une obligation de négociation pour un certain nombre d'entreprises. En tout cas, là, voilà, la QVCT, ça ne se décrète pas, ça se construit. Et pour construire, voilà, merci Marion, le préalable, hein, c'est de s'interroger. Il faut savoir d'où on part. Et donc là, mais je ne rentrerai pas dans les détails, hein, il y a notamment donc Harmonie Mutuelle qui fait un baromètre de la qualité de vie et des conditions de travail de l'ESS tous les ans. La quatrième édition a été publiée là, cette année. Et donc, on peut y voir une note globale de la QVCT telle qu'elle est ressentie, les axes d'amélioration qui sont souhaités par les salariés d'un côté, par les dirigeants de l'autre. Je vous laisserai pour le coup aller consulter ce baromètre pour vous donner une idée, même si d'ailleurs je sais que dans la suite de la présentation, on vous donnera ce genre de données. Donc voilà, en tout cas, se donner des indicateurs, disposer d'informations, d'un constat de départ, ça permet quand même de mieux démarrer sur le sujet. Et c'est aussi s'autoriser à faire un pas de côté. L'ANACT, pour le coup, propose vraiment une semaine de la QVCT en juin chaque année. Voilà, et le thème de l'année dernière, c'était le travail de demain. Ça, voilà, ouvrir un peu l'horizon, c'est toujours assez utile aussi pour servir son organisation elle-même. Et donc, bah, finalement, la suite, c'est questionner en tant qu'employeur, comment je deviens happiness employeur, si je peux le formuler ainsi. J'ai envie de vous dire que c'est en fait l'employeur qui se sent un peu au fait en matière de santé, sécurité et de qualité de vie et des conditions de travail. C'est celui qui fait de ce triptyque quelque chose voilà, qui vit au quotidien et dans une approche un peu prospective. Et c'est pour ça aussi que j'ai dessiné voilà, cette figure qui montre que c'est un processus qui s'inscrit dans la durée, un processus d'amélioration continue, un cycle qui se répète, hein, on analyse la situation, on met en place un plan d'action qu'on évalue, et puis à la fin du cycle, on fait le bilan, on voit si on peut continuer, s'il faut encore corriger des choses. L'happiness employeur, donc, c'est vraiment celui qui respecte ses obligations propres, celle qui tient de la loi, des conventions collectives, celui qui respecte le contrat de travail qu'il a signé avec son salarié. C'est aussi, vous l'avez compris, celui qui consulte, qui associe, qui rend compte. Et c'est finalement celui qui va un peu au-delà, qui connaît son personnel, qui est en phase avec les réalités de sa structure et qui est capable de bien s'entourer parce que, voilà, l'employeur omniscient et irréprochable n'existe pas. Par contre, celui qui sait s'entourer de personnes compétentes et légitimes pour agir avec lui, pour atteindre les objectifs qui lui sont donnés et par la loi et par ses salariés, a priori, c'est quand même quelque chose qu'il faut encourager. Donc, pas nécessaire d'avoir un accord collectif ou un plan d'action pour agir en matière de qualité de vie et des conditions de travail. Il faut aussi parfois se demander ce qu'on fait au quotidien. Et souvent, beaucoup agissent en la matière sans s'en rendre vraiment compte. Et donc, je vais conclure, hein, mais j'ai envie de dire que la QVCT, c'est quelque chose qui s'appréhende d'une façon plus large. On peut sortir des textes juridiques, on peut sortir des obligations conventionnelles en abordant la notion sous l'angle de bien-être au travail.
certaines littératures l'appréhendent de cette façon. Le bien-être au travail, c'est s'interroger individuellement et collectivement sur sa satisfaction, sur son épanouissement dans et par le travail. Et c'est typiquement ce que nous propose de faire la QVCT. Donc chacun peut y travailler à son niveau. Et la bonne nouvelle, c'est que le bien-être au travail, c'est assez contagieux. Donc normalement, ça peut faire des petits. Il faut juste démarrer. Voilà ce que je pouvais vous partager. Merci beaucoup Camille. On a un petit défi technique puisque Malo qui va prendre ta suite va partager sa présentation. N'hésitez pas, j'ai vu que certaines personnes tentaient de lever la main comme je l'ai indiqué. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions-réponses qui vous permettra ensuite, à la fin de la présentation de Malo, de prendre un premier tour de questions par rapport à l'intervention de Camille à l'instant et celle de Malo qui suit. Voilà, Malo, je te laisse la parole. Merci. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Enfin, merci déjà aux mouvements associatifs et aux mouvements associatifs régionaux de m'avoir invité pour vous présenter quelques éléments. Donc assez bref, hein, je vais essayer de tenir voilà en 15 minutes pour laisser aussi le temps aux échanges. Donc quelques éléments sur la qualité du travail en général, qualité de l'emploi, qualité du travail. Et puis quelques particularités du monde associatif basées sur des enquêtes nationales de la statistique publique. Donc comme vous le voyez, donc voilà, Malo Mofakami, je suis maître de conférences en sciences économiques à l'université Sorbonne Paris Nord, et je suis rattaché à deux instituts de recherche, l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux et le Centre d'études de l'emploi et du travail, qui est un centre d'études du Conservatoire national des arts et métiers. Hop, donc la présentation sera assez simple. Dans un premier temps, je vais faire un très bref, alors ce sera très bref, hein, mais s'il y a des questions, je pourrais revenir sur les concepts, un très bref panorama d'état des lieux sur la recherche, sur la qualité du travail, voilà, et présenter quelques concepts clés. Et puis, je me risquerai, puisque c'est un travail très préliminaire, presque une commande pour ce webinaire, une analyse à partir des mêmes concepts qui ont été voilà, qui ont donné lieu à des statistiques au niveau national, d'essayer de faire une comparaison de ce qu'on a dans les bases de données nationales entre la situation de la qualité du travail dans le monde associatif versus le reste. Donc en fait, le reste, c'est le public et le lucratif. Voilà. Alors, déjà un état des lieux sur la question du travail, je vais être assez bref parce qu'en réalité, avec un ensemble conséquent de collègues, économistes, mais pas que, aussi sociologues, ergonomes, géographes, on a fait voilà, un état des lieux sur qu'est-ce qu'on sait du travail, parce qu'on pense que c'est un sujet absolument structurant dont on parle pas assez dans le débat public. Vous voyez ici, vous avez l'ouvrage Que sait-on du travail, édité aux presses de Sciences Po. Donc on a vraiment pensé, donc on est une soixantaine d'autrices, auteurs, et on a vraiment pensé ce projet comme un projet de médiation scientifique en disant il y a beaucoup de choses qui sont produites et connues en termes de connaissances sur le travail. On va essayer voilà, de le rendre digérable. Donc on a un partenariat avec Le Monde. Vous avez une rubrique Que sait-on du travail sur Le Monde si vous voulez retrouver l'ensemble, avec aussi un travail des journalistes voilà, qui rendent l'ensemble accessible. Il y a un site aussi sur Sciences Po où on retrouve tous les articles qui sont à peu près les mêmes chapitres que dans l'ouvrage, même si dans l'ouvrage on a des petits trucs un peu en plus. Et puis là, on est dans la phase 2 de ce projet, puisqu'on a lancé en partenariat avec La Vie des idées et toujours Le Monde, une initiative qu'on appelle Travailler mieux. Alors là, c'est vraiment la partie difficile pour nous, chercheuses et chercheurs, parce que, bon, voilà, là, c'est la partie proposition. Donc, on est plutôt, nous, à documenter la réalité. On n'est pas très bon en proposition, mais on s'est quand même risqué à essayer de proposer des pistes d'amélioration pour améliorer le travail. Alors, pourquoi? Voilà, donc dans l'ouvrage, vous allez voir, on a identifié 6 grandes dimensions de la qualité de l'emploi et du travail. Donc là, on est bien sur une vision plus large que juste les conditions de travail, hein, c'est emploi et travail. Donc il y a la dimension des salaires, les conditions d'emploi, les conditions de travail, formation et carrière, temps de travail et équilibre entre vie professionnelle et familiale, et participation et représentation collective. Donc vous voyez qu'il y en a 6 aussi, comme dans la présentation précédente de Camille, mais c'est pas les 6 mêmes, puisque là, on est sur emploi et travail et pas uniquement travail. Voilà, donc ça c'est le cadre dans lequel moi j'inscris mes travaux de recherche avec d'autres collègues, et c'est un cadre qui a été retenu par France Stratégie et qui fait maintenant un peu voilà, l'objet de référence, puisque ça va faire l'objet d'un suivi au niveau national. Donc vous avez ensuite des sous-dimensions, donc on est vraiment sur une approche multidimensionnelle, et vous avez des sous-dimensions qui sont précisées. Donc aujourd'hui, les statistiques que je vais vous montrer vont principalement, je dis bien principalement, se focaliser sur conditions de travail et temps de travail et équilibre entre vie professionnelle et familiale, notamment pour la comparaison. Mais avant ça, je voulais quand même
dresser un panorama sur l'ensemble des dimensions, parce que un des constats de notre ouvrage, et donc c'est pour ça que c'est très bien qu'on parle de ce sujet, c'est que ça dépasse bien évidemment le monde associatif, c'est que la France, de manière générale, toute l'économie française est confrontée à des performances assez médiocres, notamment en termes de conditions de travail. Donc vous voyez ici, on a un panel de pays, et donc à partir d'une enquête européenne qui permet de mesurer ces différentes dimensions. On a l'écart à la moyenne européenne de chaque, d'une sélection de pays. On n'a pas mis tous les pays, mais voilà, vous avez l'écart et vous avez la France en premier. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que sur les conditions d'emploi, donc la stabilité de l'emploi, la sécurité de l'emploi, la France n'est pas largement au-dessus de la moyenne, mais elle est légèrement au-dessus. Donc on peut dire que c'est plutôt bien. C'est lié au fait qu'on a des institutions du travail qui restent dans l'ensemble, je dis bien dans l'ensemble, protectrices. Elles le sont de moins en moins, mais elles le sont toujours pas mal. Mais par contre, sur d'autres dimensions, on sous-performe de manière assez nette, et notamment sur les conditions et la qualité du travail. En France, on voit que les travailleurs et travailleuses, alors c'est à partir d'une enquête assez objective, hein, c'est pas quoi, est-ce que vous avez le sentiment de, c'est vraiment des questions objectives sur au travail, combien de temps par jour vous devez porter des charges lourdes, est-ce que vous êtes exposé à etc. Et c'est validé, et c'est questionné par des personnes qui vont sur le lieu de travail et qui interrogent les travailleurs sur le lieu de travail. Donc c'est vraiment objectivable, et c'est repris par la Commission européenne, c'est considéré comme des données de très bonne qualité. Voilà, parce que je sais que souvent on me pose la question, oui, mais si c'est juste un sentiment, c'est peut-être les gens qui se plaignent, etc. Non, non, il y a vraiment une démarche méthodologique d'objectivation. Et on voit que la France, en moyenne, a des travailleurs et des travailleuses qui sont plus exposés aux risques physiques, plus exposés aux risques biochimiques, une plus forte intensité du travail, et la qualité de l'environnement de travail est moins importante. Ce qui étonne d'autant plus que la France n'a pas un appareil productif, donc n'a pas une structure économique très industrielle. Et normalement, c'est des choses qu'on devrait plus retrouver dans l'industrie. Vous voyez que l'Allemagne, qui a une structure plus industrielle, a des meilleures performances. Donc ça veut dire qu'on a des expositions importantes, alors même qu'on a une économie basée sur les services. Donc il y a un vrai problème à ce niveau-là. Donc dans l'ouvrage, vous trouverez plein d'explications sur ce sujet-là. On se rejoint, donc il y a vraiment un consensus large de la communauté de recherche sur ce problème français, et qui est connu aussi au niveau des institutions européennes. Quand j'échange avec des chercheurs de d'autres pays, ils me disent oui, en effet, en France, vous avez un problème de conditions de travail. On voit aussi que les perspectives de carrière et la formation en emploi, donc tout au long de la vie, c'est aussi quelque chose sur lequel on pêche, même s'il y a eu beaucoup d'efforts récents qui ont été déployés pour essayer d'améliorer ce volet formation, donc avec un plan investissement compétences. Mais voilà, les données sont quand même assez récentes, de 2021, et c'est assez insuffisant. Alors, sur le cas français, si on décline, là, je me base sur une étude de France Stratégie assez récente que vous pouvez aussi retrouver en ligne, qui a visé à essayer de comprendre en fait quels sont les métiers visés par quel type de conditions de travail. Donc, vous voyez que là, on est sur toutes les dimensions de la qualité de l'emploi. Vous avez les conditions de travail, vous avez aussi salaire, etc. Et donc, avec France Stratégie, on a réalisé donc du coup une sorte de méthodologie de classification des groupes professionnels. Donc, vous voyez, vous avez l'ensemble des effectifs salariés. Alors là, on parle bien de l'emploi salarié, pas des indépendants, etc. Hein. Vraiment de l'emploi salarié. Donc, vous avez les effectifs à peu près en millions. Et donc, on identifie 6 groupes qui ont des caractéristiques différentes en termes de conditions de travail et d'emploi. Donc, vous voyez que par exemple, le groupe 1, ça va plutôt être les métiers de cadre. Donc, voilà, en termes de salaire et conditions d'emploi, ils sont largement au-dessus de la moyenne. Ils ont des trajectoires et carrières qui sont plus positives. Ils ont une meilleure représentation collective que la moyenne. Mais tout n'est pas parfait non plus. Hein. Vous voyez que, par exemple, sur les risques psychosociaux et l'intensité au travail, ils sont en dessous de la moyenne, et sur le temps de travail, ils sont pas tellement mieux, ils sont dans la moyenne. Donc, vous voyez que même le groupe qui a les meilleures voilà, qualités se trouve quand même, voilà, il y a aussi des bémols. C'est tout l'intérêt d'une approche multidimensionnelle. Et puis, vous avez des groupes qui sont vraiment très mauvais, notamment le groupe 5 et 6. Donc, vous voyez, le groupe 5, c'est les métiers dits de la deuxième ligne et de l'hôtellerie-restauration. Donc, c'est souvent des métiers à très bas salaire, forte contrainte horaire. Donc, on en trouve, j'allais dire, assez peu dans le monde associatif, quoique, puisque vous avez quand même tout le secteur du sanitaire et du social qui est en grande partie dans ce groupe-là, avec le groupe 6 qui est vraiment les métiers du soin. Donc, vous avez plutôt le paramédical dans le 5, et dans le 6, c'est vraiment les métiers du soin. Donc, le 6, il se distingue du 5 par le fait que il est un peu mieux en termes de salaire et conditions d'emploi, parce qu'on est vraiment sur les professions de santé qui sont un peu mieux réglementées, encadrées, je dis bien un peu mieux, hein, avec des niveaux de salaire un peu plus élevés, alors que dans le 5, vous avez vraiment le paramédical et l'aide à domicile, qui est vraiment voilà, des métiers très peu rémunérateurs. Donc c'est un peu le pire, même si vous voyez que voilà, en termes d'intensité, comme il y a beaucoup de temps partiel, c'est pas là où on va trouver la plus forte intensité au travail, par exemple dans ce groupe. Voilà, donc je passe vite sur le groupe 3 et 4, puisque c'est des métiers plus du secteur industriel notamment.
Alors évidemment, voilà, donc quand on fait cette classification, on retrouve la structure classique par catégorie socio-professionnelle, hein, des cadres jusqu'aux employés ouvriers. Ça, c'est assez cohérent. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on voit bien tout l'intérêt de l'approche multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'on voit bien que les salaires et les trajectoires et conditions d'emploi, donc tout ce qui a trait vraiment au type d'emploi, CDI, le fait d'être payé, d'avoir des professions de carrière, sont en fait corrélées entre elles, mais sont assez indépendantes de d'autres dimensions que sont les conditions de travail et les horaires. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des bonnes performances, notamment les cadres sur ces trois volets, et puis des assez mauvaises performances sur d'autres. Donc les conditions de travail et les horaires, c'est pas un sujet qu'on peut dire, ben, en fait, on traite les salaires, les trajectoires et les conditions d'emploi, et on a traité les conditions de travail et les horaires, absolument pas. On voit que c'est des dimensions assez différentes, et qu'on peut voir aussi des différences. Et donc, évidemment, dans la note de France Stratégie, il y a une analyse de différence entre le secteur public et privé. Et moi, je vais reprendre certains items. Alors, j'ai pas tout repris parce que voilà, je me suis focalisé vraiment sur les conditions de travail, pas conditions d'emploi, pas salaire, etc. Mais j'aurais pu faire ce travail, mais après, voilà, ça fait trop. Mais voilà, on voit aussi des différences entre les secteurs, puisque les secteurs sont marqués aussi par voilà, des traditions en termes de gestion d'emploi et gestion des conditions de travail un peu différentes. Ce qui est intéressant, je voulais vous montrer deux graphiques, c'est qu'évidemment, cette qualité de l'emploi et du travail, de manière plus générale, elle influence d'autres dimensions qui sont extrêmement importantes, comme la satisfaction au travail, et puis la soutenabilité. Donc, ce qu'on va appeler la soutenabilité du travail, c'est la capacité auto-déclarée. Donc là, c'est vraiment une vision un peu subjective, hein, c'est l'auto-déclaration par les travailleurs et travailleuses de leur perception de pouvoir tenir dans leur emploi jusqu'à la retraite. Donc, c'est quand même un indicateur assez intéressant. Et vous voyez qu'ici, on retrouve donc les différents groupes avec un peu les professions. Et on a fait un indice synthétique de qualité de l'emploi non pécunier. Donc, on a enlevé les salaires parce que ça fausse un peu les choses. Donc là, on a vraiment essayé de faire une synthèse. Donc là, on a agrégé les dimensions. Donc, c'est pour ça que vous avez de la variabilité. Et puis, sur l'axe des ordonnées, vous avez le fait de se sentir en capacité de tenir jusqu'à la retraite. Donc, plus vous êtes en haut, plus vous êtes vers le 1, bah, mieux c'est. Et plus vous êtes en bas, bah, moins c'est bien. Et puis, vous avez la qualité de l'emploi. Et donc, on voit une corrélation, alors qui n'est pas parfaite, hein. Et de manière générale, quand la qualité de l'emploi est meilleure, bah, on a une plus forte capacité à tenir jusqu'à la retraite. C'est-à-dire qu'on se sent mieux dans son emploi, on se sent en capacité de tenir. Alors, vous avez des variabilités importantes, hein. Vous voyez, vous avez par exemple les employés de la banque et des assurances qui sont plutôt dans des bonnes conditions d'emploi et de travail. Et vous voyez que bah, ça ne colle pas tout à fait avec la capacité à tenir jusqu'à la retraite, parce qu'il y a aussi des enjeux qui ne sont pas présents dans ce cadre, mais qu'on a croisés dans d'autres analyses, notamment dans l'ouvrage, qui est la question de l'utilité sociale et du sens au travail. Voilà, un petit peu dans une des dimensions, mais qui voilà, peut expliquer aussi le fait que certains n'ont pas envie voilà, de poursuivre ce métier jusqu'au bout. Et on retrouve bien voilà, les employés des secteurs, des services peu qualifiés, comme employés agents de maîtrise, de l'hôtellerie, la restauration, les caissiers, les employés et les aides-soignants et aides-soignantes sont aussi en bas dans ce graphique. Si on croise avec la satisfaction professionnelle, bah, on retrouve un peu la même idée, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation qui est positive. Plus la qualité de l'emploi est meilleure, plus on va trouver un niveau de satisfaction élevé. Alors c'est pareil, hein, c'est pas de la prédiction parfaite, mais il y a une corrélation et elle interroge, donc d'où l'intérêt d'avoir une amélioration de la qualité du travail et de l'emploi aussi. Voilà. Alors, maintenant, je vais utiliser les quelques minutes qui me restent pour essayer de vous parler. Alors, j'allais dire un peu préliminaire, dans le sens où ça n'a pas fait l'objet d'une publication pour le moment, mais ça fera sans doute l'objet d'une publication à terme, puisque c'est une question intéressante de savoir est-ce que le secteur non lucratif se distingue et de quelle manière il se distingue. Mais en attendant, voilà, j'ai repris la même méthodologie, puisque c'est avec les collègues de France Stratégie qu'on a fait ce travail. J'ai repris la même méthodologie et j'ai décliné une partie des indicateurs sur le secteur associatif. Alors, j'ai pas tout repris, hein, j'ai pris quelques indicateurs où on voyait que toutes les dimensions ne sont pas totalement présentes, et j'ai utilisé principalement une enquête, qui est l'enquête conditions de travail de 2019. La prochaine n'est pas encore sortie, elle sera l'enquête conditions de travail de 2024, donc elle est en cours de passation, mais elle n'est pas encore disponible. Donc, c'est des chiffres qui datent un petit peu, hein, voilà, c'est avant la crise Covid. En même temps, des fois, ils les mettent avant qu'en plein dedans, parce qu'en plein dedans, ça a été très bousculé. Et vous voyez que dans les dimensions, on a voilà, des indicateurs, des variables, insatisfaction salariale pour la dimension 1, sentiment d'insécurité, les accidents déclarés, contraintes physiques, travail sous pression. Et donc, j'ai essayé de regarder qu'est-ce qu'on trouve en population générale et est-ce qu'on trouve des écarts à cette moyenne générale pour le secteur non lucratif, sachant que dans l'enquête, on ne peut pas distinguer des sous-secteurs au secteur non lucratif. C'est-à-dire on pourrait croiser secteur non lucratif avec des secteurs d'activité, mais après, ça fait des détails un peu petites. Ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai distingué pour l'ensemble du non lucratif et j'ai pris après uniquement les travailleurs et travailleuses de l'enquête qui sont dans le non lucratif, dans des structures de moins de 20 salariés. Voilà, pour faire une distinction quand même.
Alors, on obtient ce tableau, voilà, que je vais vous synthétiser parce qu'il est un peu compliqué. Vous voyez, la première colonne, c'est la moyenne qu'on retrouve dans le secteur. Donc, si par exemple, je prends la première ligne, l'insatisfaction salariale, 37% des travailleurs et travailleuses se déclarent en insatisfaction vis-à-vis de leur salaire. Alors, c'est un chiffre élevé, là, c'est du subjectif, évidemment, on n'est pas sûr de l'objectif. Mais vous voyez que sur d'autres indicateurs, voilà, les conflits éthiques, on est à 9%, les tensions avec le public, 31%, le fait d'apprendre des nouvelles choses dans mon travail, là, c'est plutôt élevé, 79%. Voilà, donc ça, c'est comment on le lit. Donc évidemment, c'est pondéré, redressé et représentatif de la population des personnes en emploi salarié. Et ensuite, la colonne d'après, c'est que vous avez l'écart pour les personnes spécifiques dans le secteur associatif. Alors j'ai mis associatif, en fait, c'est non lucratif, hein, plus largement, mais là, j'ai un peu simplifié. Et donc là, vous avez des écarts. Donc quand c'est en rouge, c'est que c'est un écart qui est plutôt pas bien, parce que par exemple, la satisfaction salariale, si c'est plus élevé, c'est pas bien. Et quand c'est en vert, c'est que c'est plutôt mieux. Donc des fois, c'est négatif en vert, des fois positif. Ça dépend comment l'indicateur est construit. Et donc vous avez après l'écart ajusté, parce qu'en fait la première colonne elle ne vaut pas grand-chose puisqu'elle n'est pas ajustée. En fait, ce qui est intéressant, c'est évidemment les personnes dans le secteur associatif ne sont pas une faite photographie des travailleurs dans les autres secteurs. Par exemple, l'industrie, il y a très peu d'associations dans l'industrie, très peu d'associations dans la grande distribution, etc. Donc quand on contrôle, on ajuste et qu'on compare en fait les travailleurs et travailleuses dans des secteurs avec un âge et un niveau de diplôme comparable. Donc c'est ce qu'on fait, on ajuste en fait, on va comparer des travailleurs et des travailleuses hors secteur associatif comparables à ceux qui sont dans le secteur associatif. Donc c'est plutôt les deux dernières colonnes qui sont intéressantes, c'est lorsqu'on ajuste. Donc au début c'est ajuster de manière générale et puis après ajuster uniquement pour les structures de moins de 20 salariés. Alors qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que l'insatisfaction salariale reste plus importante, même si elle se réduit une fois qu'on ajuste. Voilà, c'est lié au fait que les structures souvent comparables au secteur associatif, c'est des structures où les niveaux de rémunération voilà, sont un peu plus bas, donc la prétention est aussi ajustée. Le sentiment d'insécurité est plus important, et vous voyez qu'il est beaucoup plus important dans les structures de moins de 20 salariés. Alors ça, je vous apprends rien, je pense que c'est assez évident. On va aussi avoir des problématiques liées à l'émotion, donc en fait, d'être bouleversé au travail, d'avoir des problèmes psychologiques liés à l'action du travail. Donc c'est ému, bouleversé, etc. C'est aussi plus important. Vous avez des morcellements de journée qui sont plus importants, une moins bonne couverture pour celles de moins de 20 salariés, pas pour les autres. Et puis, vous avez aussi moins d'adhésion aux organisations syndicales dans les petites structures. Ça, c'est assez logique. Mais il y a aussi un certain nombre de bons points. Voilà. Et il y en a pas mal. Vous voyez que, par exemple, les contraintes physiques sont moins élevées, en particulier pour les plus petites structures. Donc, quand c'est en gris, c'est que l'écart n'est pas suffisamment significatif pour qu'on puisse parler d'écart statistiquement réel dans la vraie population. Donc, il faut se concentrer uniquement sur le vert et le rouge. Le travail sous pression est moins fréquent, donc ça c'est plutôt bien. Il y a évidemment un plus fort sentiment d'utilité sociale. Voilà, on retrouve aussi le fait qu'on apprend plus de choses, on a plutôt une bonne information, donc ça c'est peut-être lié à la taille des structures, information et formation sur la sécurité au travail, donc ça c'est plutôt un bon point. Et vous voyez en bas l'indice de satisfaction qui est quand même beaucoup plus élevé. Donc vous voyez, voilà, c'est quand même des métiers un peu plus vocationnels, comme on dit, où on retrouve plus de sens au travail. Voilà, donc j'ai tout résumé ici, mais comme j'ai déjà débordé voilà, de environ 2 minutes, je vais m'arrêter là. Ici, je ne fais que synthétiser ce qui était présent sur la slide précédente. Et donc, je reste évidemment disponible après pour apporter des éclairages ou des précisions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Malo. Ce qu'on se propose avec l'appui de Marc, éventuellement, s'il y a quelques petites questions de la part des participantes et des participants avant de passer à la séquence des témoignages. Deux questions intéressantes que je cite dans l'ordre. Bonjour, est-ce que le sujet, donc je pense que ça s'adresse plutôt à toi Malo, est-ce que ce sujet a été abordé sous l'angle du genre? Observe-t-on des écarts entre les catégories de salariés hommes et femmes? Et peut-être plus pour toi Camille, selon la loi, que risque un employeur qui ne pratique pas la qualité de vie et les conditions de travail? Alors, je peux peut-être commencer. Ça dépend du niveau en fait d'engagement de l'employeur, mais celui qui n'est pas du tout au fait de la prévention, il risque gros, hein, parce que le jour où il y a un accident du travail et qu'il n'est pas en capacité de montrer qu'il a
développer une action de prévention sur le risque physique ou le risque mental, ce sera qualifié d'accident du travail ou de maladie professionnelle et ça lui coûtera des sous parce que l'indemnisation n'est pas la même et que par ailleurs, il pourrait voir engager sa responsabilité civile et pénale selon les situations, évidemment, hein, mais oui, celui qui ne fait rien du tout en matière de santé-sécurité risque beaucoup. Celui qui fait très bien en matière de santé-sécurité sans se rendre compte que derrière, il y a tout un volet QVCT, il est moins en situation à risque, je dirais, mais vraiment embarquer QVCT dans sa globalité, c'est quand même s'assurer d'une certaine protection en tant qu'employeur, hein, parce que la loi désigne vraiment l'employeur qui dirige, qui a des droits et des devoirs, et à l'inverse, les salariés qui ont des droits et des devoirs, et quand quand ça marche mal, et ben, faut être quand même en capacité de défendre un peu ses positions. Et si on parle de son obligation de négociation en matière de qualité de vie et des conditions de travail, et ben, on peut dire qu'il manquera à ses obligations sur cette obligation formelle hein, d'engagement des négociations. Ces interlocuteurs élus ou désignés pourront dire que bah, potentiellement il fait de l'entrave au dialogue social. Enfin, là aussi, il y a plein de mécanismes qui peuvent s'enclencher, mais ça ne se joue pas au même niveau. Euh, Disons qu'il risque de ne pas garder beaucoup de salariés chez lui très longtemps. C'est peut-être ça le premier risque, en fait. Merci Camille. Malo sur la partie égalité. Oui, tout à fait. Alors, c'est une excellente question. Merci de l'avoir posée. C'est vrai que, bon, en 15 minutes, voilà, j'ai pas du tout mis cette partie, mais dans les différents travaux, que ce soit l'ouvrage collectif ou la note de France Stratégie, vous allez trouver un certain nombre de choses liées, enfin, un certain nombre de résultats liés au genre. Et en fait, bon, je vais répondre quelque chose qui va pas vous étonner, mais il y a des inégalités de genre qui se jouent à plusieurs niveaux. C'est que déjà, les secteurs et les professions sont genrés. C'est-à-dire que ça, on le retrouve. C'est-à-dire que quand je fais les groupes, là, un peu, vous voyez que dans le groupe 5 et 6, donc qui concerne principalement les professionnels de santé, les professionnels de la deuxième ligne, en fait, c'est des métiers qui sont beaucoup plus féminisés, dans des secteurs aussi qui sont plus féminisés. Donc, en fait, on a une structure qui fait que les emplois où il y a le plus de femmes sont les emplois de moins bonne qualité. Donc ça, il y a tout un travail. Et en plus, c'est d'autant plus terrible que c'est des emplois très utiles. Et on l'a vu en période de crise, c'est les emplois, c'est pour ça qu'on appelle seconde ligne et première ligne, donc ça on en parle beaucoup dans l'ouvrage. Les emplois qui sont indispensables au fonctionnement de la société sont des emplois plus féminisés et moins bien rémunérés avec des conditions de travail moins bonnes. Donc là, on est vraiment, enfin, en tout cas nous, auteurs, autrices de ces travaux de recherche, on trouve qu'il y a vraiment une injustice un peu structurelle à ce niveau-là. Ensuite, après, ça se joue à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans un secteur et dans une profession, est-ce qu'il reste des inégalités? Alors là, on en trouve, en fait, c'est, alors évidemment, il y a les inégalités salariales. Bon, ça, il y a aussi un chapitre, donc au sein même de la même entreprise, à poste équivalent et tout, il reste encore des discriminations salariales. Mais moi, j'ai plutôt travaillé sur le fait que, en fait, il y a encore d'autres formes d'inégalités à poste comparable. C'est la problématique du temps de travail et de l'équilibre entre vie professionnelle et familiale. Et notamment, je l'ai étudié sous l'angle du télétravail. On voit que les enjeux du télétravail ne sont pas les mêmes entre les femmes et les hommes, puisqu'on reste dans une société qui, même s'il y a eu beaucoup de progrès, qui est quand même assez genrée, c'est-à-dire que en moyenne, les femmes s'occupent plus des tâches domestiques que les hommes, et donc du coup, c'est sur elles que repose, évidemment, tout ça est en moyenne, hein, il ne faut pas le prendre à l'échelle individuelle, mais en moyenne, ce qu'on observe dans les données et les enquêtes, c'est que bah, les femmes vont avoir plus de contraintes sur ce besoin de concilier travail et vie professionnelle, donc elles vont être plus voilà, soumises à des problématiques de débordement du travail, du temps partiel subi, et donc le fait aussi de finir du travail le week-end, le soir, etc., etc. On peut le retrouver chez les cadres, mais chez les femmes, c'est une contrainte qui est plus forte puisqu'elles ont des obligations, enfin, en moyenne, encore une fois, les personnes qui s'occupent voilà, des enfants, par exemple, ou des tâches domestiques, bah, voilà, c'est en moyenne plus des femmes, mais en tout cas, ces personnes-là sont plus exposées aux problématiques de temps de travail. Donc, on a aussi des inégalités, même dans les conditions de travail, qu'il faut prendre en compte, et c'est vrai que dans le cadre juridique des conditions de travail, c'est très centré sur l'entreprise, et nous, en tant que chercheurs et chercheuses, voilà, il nous semble important aussi que dans les réflexions au sein des entreprises, il y ait la question aussi de l'à côté et qu'on ne se limite pas uniquement voilà, à ce qui se passe dans l'entreprise. C'est-à-dire que les ajustements doivent aussi prendre en compte la vie sociale des individus en dehors du travail. Merci beaucoup Malo et Camille.
On va passer assez rapidement sur la partie suivante. Il y a d'autres questions qui ont été posées, donc je vous propose de les regarder, Malo et Camille, comme ça on pourra les traiter après la séquence de témoignages. J'ai la dure tâche d'être la gardienne du temps qui file. Donc je vais passer au témoignage occitan, qui est un trinôme qui a le challenge de tenir en moins de 10 minutes pour nous présenter l'initiative de l'accompagnement collectif qui a été mis en place dans le cadre du DLA. Donc, Émilie, Elisabeth, si vous pouvez dresser le cadre de manière un peu synthétique, sachant que si je ne me trompe pas, il va y avoir un guide qui va vous être diffusé, et de laisser un peu de temps à Saïd pour dire ce que ça a pu impliquer au sein de sa structure. Merci à vous. Bonjour, j'espère que le son va être bon. Je suis chargée d'accompagnement sur le dispositif local d'accompagnement, qui est un dispositif national qui existe partout en France. Pour rappel, l'objectif de ce dispositif, c'est de pérenniser les activités des associations et de leurs emplois, et on précise de qualité. Nous, on a mis en place un accompagnement collectif qui est né après le Covid, avec une attention portée spécialement sur les associations qui agissent ou interviennent en quartier prioritaire, quartier politique de la ville. Ce sont des associations qui travaillent déjà dans un contexte difficile, avec des financements contraints, des conditions salariales qui sont souvent précaires, des environnements qui sont parfois très violents, et qui travaillent beaucoup sous forme de militantisme, avec des bénévoles dirigeants qui sont impliqués, mais pas toujours formés. Post-Covid, on a remarqué que ces situations-là, c'était, un peu, avaient augmenté. Les associations avaient été pas mal aidées par les dispositifs financiers, mais on a remarqué un manque d'accompagnement des équipes, notamment sur les fonctions RH et sur le management. Et des difficultés qui ont augmenté, notamment par rapport à des équipes qui ont été surmobilisées face à des publics bénéficiaires avec des multiples problématiques qui se sont amplifiées, sociales, financières, etc., et qui ont demandé aux équipes de fortes mobilisations. Et à la sortie du Covid, on a retrouvé des équipes qui étaient pour beaucoup fatiguées, avec des conséquences sur les équipes sous forme de burn-out, de turnover, de conflits parfois aussi, et d'isolement des dirigeants. Et c'est ce qui nous a amené à proposer un accompagnement vraiment très focalisé sur ces associations par le prisme qualité de vie et conditions de travail. Je vais laisser Elisabeth détailler un petit peu l'accompagnement. Donc, dans notre rôle de chargé d'accompagnement, si vous connaissez le DLA, peut-être avec des accompagnements plus individuels, là, on a eu la possibilité, comme on fait plusieurs fois par an, de constituer un accompagnement collectif entre structures qu'on a repéré avec toute une phase pour nous d'exploration du sujet, déjà pour monter en compétence et être dans la bonne cible, sachant que, comme on l'a dit tout à l'heure, chaque démarche QVCT se fait en fonction de chaque structure. Mais là, on a essayé de regrouper donc 5-6 structures qui pouvaient avoir ce besoin et à qui ça a répondu en besoin, avec un accompagnement mixte collectif, 3 jours d'accompagnement collectif pour monter en connaissance sur le sujet, partager des enjeux, tout ça dans une aussi montée en compétence et utilisation de l'intelligence collective, parce que c'est aussi la question de relations entre les personnes et la participation la participation de chacune à la démarche. Et puis ensuite, un accompagnement avec une consultante sur la partie individuelle dans chaque structure. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est Saïd de l'association ADEL qui va vous raconter déjà pourquoi il est parti dans cette démarche d'accompagnement, peut-être ce que ça a aidé et qu'est-ce que sont les actions qui ont été réalisées au cours de cet accompagnement.
Oui, alors bonjour tout le monde. Donc, Saïd Idrissi, je suis le directeur de l'association ADINS, une association qui intervient essentiellement dans les quartiers, quartiers politiques de la ville, donc auprès de jeunes qui sont hors droit commun en fait, hein, avec une équipe de 9 salariés du coup un développement de l'association assez rapide. Donc, cette question de la QVCT s'est posée très rapidement. On est passé vraiment de 3 4 salariés à 9 rapidement. Et on a été stoppé dans cette dynamique par le Covid, parce que c'est une démarche qu'on avait commencé en 2020, avec un accompagnement d'ELA déjà. Et quand on a vu passer un peu cette offre d'être accompagné par le DLA dans le cadre de la QVCT, on s'en est saisi. Et parce que en fait, on est complètement sur le terrain. Alors, il y a aussi des bénévoles, hein, c'est pas que des salariés, il y a aussi des bénévoles. Donc, c'est tout un enchevêtrement entre bénévoles, adhérents et salariés qui travaillent en commun. Donc, c'est assez complexe. Et petite association, qui dit petite association, dit aussi des revenus et des salaires assez faibles. Donc, on se devait aussi de mettre en place des bonnes conditions de travail parce qu'on est plus militant que salarié à la base. Donc, c'est ça c'est ça les causes pour lesquelles nous avons fait cette démarche-là. Alors, ce qu'on a trouvé dans l'accompagnement de très positif, c'est ce va-et-vient entre un accompagnement à plusieurs structures et puis un retour sur l'accompagnement individuel de la structure. Ça, je trouve que c'est très, très chouette et je préconise par rapport à ça de les semer. C'est un vrai plus. Par la méthode aussi, avec des outils qui sont qui ont une boîte à outils qui nous permet en fait de continuer après l'accompagnement, notamment par exemple pour la mise en place d'un copilotage qui se saisit des questions de qualité de vie au travail et qui s'appuie sur la participation de l'ensemble des salariés. Et c'est les salariés qui font remonter en fait les besoins, notamment en risques psychosociaux, parce que là, on est sur le terrain avec des mal-être, enfin, voilà, des choses qui sont très difficiles à absorber. Et une des actions, par exemple, qu'on a mis en place assez rapidement, c'est les groupes d'analyse de pratiques, mais aussi un livret d'accueil qui permet d'accueillir les nouveaux salariés et les bénévoles, mais aussi des temps collectifs avec l'ensemble des salariés et des bénévoles pour se rencontrer, se connaître, etc. Parce qu'on travaille sur l'Occitanie, il y a trois antennes, donc c'est aussi cette complexité-là. Voilà, et c'est ce que ça a permis d'apporter, hein, cet accompagnement-là, une démarche positive qui a entraîné en fait une espèce de sentiment d'appartenance à une structure d'identification à une structure. C'est vraiment l'effet positif qu'on a eu de l'accompagnement QVCT. Et aujourd'hui, ça continue parce que en fait, on a naturellement, je dirais, ben, des salariés qui viennent, qui se saisissent de l'organe pour se dire, bah, là, on a tel souci, là, on a un problème, comment on y répond ensemble et on va vers quoi. Donc voilà, assez rapidement, nous, ça nous a vraiment mis dans la dynamique de comprendre ben, que la QVCT, c'était un outil positif, un outil qui est incontournable, mais qui permet de bien fonctionner pour une petite structure que nous sommes, que je vous disais, est dans une complexité particulière entre plusieurs sites, sur 3 sites, avec des bénévoles, des salariés, etc. Un public très en difficulté, avec beaucoup de souffrance et de psychosocial. Donc voilà, sur ce témoignage-là, je dirais que l'accompagnement à plusieurs, qui lie l'individu, un accompagnement de la structure et dans un cadre à plusieurs, ça, c'est vraiment une plus-value avec des outils adaptés et, ma foi, enfin, un coach qui est adapté aussi, qui est assez dans l'écoute, avec des outils qui peuvent rester, enfin, qui restent et qui nous permettent de continuer cette QVCT. Voilà. Merci beaucoup, Saïd. Et peut-être en complément, il y a une restitution de cet accompagnement qui a eu lieu hier après-midi à Toulouse, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Oui. Et il y a un livret de
capitalisation de cet accompagnement qui a été fait et qui sera diffusé aux participantes et aux participants. Et à la fin du webinaire, on va aborder un certain nombre de pistes sur les modalités d'accompagnement qu'on peut mobiliser sur ce type de démarche, puisque il peut y avoir le DLA, mais il peut y en avoir d'autres. Donc, vous donnez quelques clés euh, pour mobiliser de la ressource. Ça a été évoqué aussi par Camille en début de webinaire au niveau de l'ANACT. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de leviers pour y travailler. Merci beaucoup. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Sébastien au niveau du centre de découverte du son. Donc, on était plutôt dans le sud-ouest. Là, on va remonter à l'ouest et plutôt le nord-ouest en Bretagne avec le centre de découverte du son, qui est un parc de loisirs qui a plus de 25 ans maintenant et qui développe des activités d'éveil et d'écoute à la production sonore à destination de différents publics. Et donc, Sébastien va nous parler de l'évolution, en tout cas de l'organisation du travail et de l'organisation de l'équipe salariée au sein de cette structure. Et Sébastien, si on peut se dire jusqu'à 16h10, on arrivera à combler l'écart. Et je vais repartager le diaporama pour qu'il y ait les éléments qui ont été envoyés. Je le fais tout de suite pendant que tu commences à parler. Ok. Donc, moi, je suis salarié d'une association qui gère un parc de loisirs et de découvertes dans les Côtes d'Armor. Euh, alors, en 7 minutes, ça va aller très vite. L'association, elle est née en 94, en fait, les 30 ans cette année. Elle a fonctionné pendant près de 20 ans avec une organisation, avec un directeur qui faisait partie de l'équipe du départ. On a ouvert le parc de loisirs en 98, donc ça fait plus de 25 ans que ça existe. Et en 2017, pour diverses raisons, le directeur a quitté l'association et on a décidé, salariés et conseil d'administration, de mettre en place une nouvelle gouvernance sans hiérarchie. On a été accompagné pour ça dans les années 2020-2022 là, par un DLA, un dispositif local d'accompagnement, qui nous a permis de travailler sur une gestion collégiale et sur la relation avec les bénévoles. Et donc, pour vous décrire l'activité du centre, ce sont 6 salariés qui sont tous payés au même taux horaire et qui représentent 4,8 équivalents temps plein. On est tous à temps partiel par choix. Il n'y a rien d'obligatoire, mais c'est des choix personnels de chaque salarié. Il y a environ 140 adhérents qui prennent part aux activités de l'association. Ça représente entre 15 et 20 000 visiteurs. Là, pour 2024, ce sont 17 000 participants à différentes activités organisées par l'équipe, une vingtaine de bénévoles actifs et 7 administrateurs et administratrices au conseil d'administration. Et donc, les activités sont des activités touristiques. On reçoit des visiteurs sur différents parcours de découverte du son. On a des activités pédagogiques avec les élèves, surtout maternelle, primaire et aussi de plus en plus collège et lycée, le secondaire. Et on a de manière hebdomadaire des ateliers de pratique culturelle, ateliers chant, sessions de musique et une programmation d'événementiels, de concerts, fest-noz, donc musicaux et balades nature. On peut passer à... Voilà, merci. Et donc, quand on s'est retrouvé avec cette nouvelle organisation, on s'est vite aperçu qu'on allait avoir besoin d'outils. Et donc, moi, je vais vraiment vous exposer la manière dont on fonctionne pour travailler à 6 salariés en collaboration, enfin, avec le soutien du conseil d'administration, mais sans hiérarchie. En fait, on a commencé par lister l'ensemble des missions et des tâches qui avaient besoin d'être réalisées pour que les différentes activités du centre puissent fonctionner. Ces tâches, ensuite, on les a réunies par pôle. Donc, par exemple, on a un pôle maintenance et travaux extérieurs pour gérer tout le site. On a un pôle gestion de l'accueil, de la boutique, de la billetterie, un autre gestion des prestations, animation pédagogique,
un pôle réseau et relations extérieures, un pôle communication, un pôle finance et un pôle richesses humaines et vie associative. Et dans un premier temps, on avait fait en sorte que chaque pôle soit représenté par un salarié ou une salariée. Et puis se sont posées plusieurs questions de se dire, bah, on n'est pas forcément le même nombre de salariés que de pôles. Ça veut dire qu'il y a certains salariés qui vont avoir peut-être plusieurs pôles en référence. Donc finalement, il y a peu de temps, on a décidé que ces pôles seraient gérés collectivement. Alors en fait, vous voyez dans la première colonne, on a listé les tâches de chaque pôle et ensuite on a les différents salariés, donc A pour André par exemple, B pour Béatrice, et on va cocher dans ce tableau qui s'occupe de quoi pour vraiment avoir une vision globale de savoir qui fait quoi. Il y a certaines tâches, que vous le voyez là, la sixième tâche, elle peut être collective, portée par tous et toutes. Il y a certaines tâches qui peuvent être en soutien avec des bénévoles ou et avec validation du CA. Donc ce tableau, il nous permet vraiment d'avoir une vision globale de toutes les activités et de qui s'occupe de quoi pour pouvoir bien répartir les responsabilités. Il me reste 2 minutes pour la... J'enchaîne avec la diapo suivante. On a un autre outil qui nous sert en réunion d'équipe. Donc on a une réunion d'équipe J'ai oublié juste de dire que le tableau précédent, on s'est dit qu'on le révisait au moins une fois par an, parce qu'il y a plein de choses qui bougent, donc il est régulièrement révisable pour qu'il reste à jour. Merci. Et donc on peut repasser sur... voilà. En fait, on a un ordre du jour qui est en ligne que chacun peut du coup... euh, enfin, qui est accessible à chacun. Chacun peut ajouter des choses et donc une fois par semaine, on se réunit pour une réunion hebdomadaire qui dure 2, 3 heures. Et on a différentes rubriques. On a une rubrique affaires où chacun sait ce qu'il a eu à faire la semaine d'avant, mais chacun est autonome sur ses différentes tâches. On a une rubrique information. Plutôt que de passer les informations individuellement, on les note dans cet ordre du jour et ça nous permet de passer les informations collectivement. Une rubrique à discuter qui découle en général sur des tâches ou des missions qu'on fait remonter dans la rubrique à faire pour que chacun sache ce qu'il a à faire. Et ensuite, des rubriques à discuter plus tard si, par exemple, on manque d'informations, qu'on a des éléments qui ne sont pas affinés, on peut basculer certaines choses dans ces rubriques-là ou à planifier pour des choses à faire plus tard. Et sur la partie de droite, du coup, j'ai noté qu'on a aussi une boîte mail dans laquelle on a des étiquettes où chacun peut filtrer et savoir les mails qui le concernent. Une fois qu'il les a lus ou qu'il s'en est occupé, il enlève l'étiquette et le dernier à enlever son étiquette classe le mail. On a un agenda pareil avec des couleurs où chacun peut noter les réunions, les choses qu'il a à faire et ça permet d'avoir une vision globale sur ce sur quoi les collègues sont engagés. On a pareil de la même manière un tableau des travaux extérieurs qui nous permet de faire le point et de s'attribuer les tâches par petits groupes. Et donc, on a dans toute cette organisation, on a forcément des choses dont on s'est aperçu qu'il était important d'améliorer, d'accepter par exemple le mouvement. Collectivement, il y a des choses qui bougent en permanence, donc il y a parfois des difficultés à s'adapter. Donc collectivement, on porte le fait de s'accompagner les uns les autres pour accepter tout ce qui bouge, tout ce qui est mouvant. Sur la prise de décision, quand on décide tout ensemble, qu'il n'y a pas d'hierarchie, ben, ça prend parfois plus de temps, plus d'énergie. Donc on travaille à ça, avoir un maximum d'éléments à chaque fois qu'on a des choses à discuter pour pouvoir décider en connaissance de cause. Et puis, on a aussi souvent repéré qu'il pouvait y avoir des soucis de communication. Donc, on est en train de faire une formation pour apprendre à communiquer avec bienveillance. Donc, on a fait intervenir une formatrice qui nous accompagne sur cette thématique-là. Et dans les points forts, ben, je pourrais dire qu'on sent vraiment que les salariés sont plus impliqués peut-être que dans d'autres aventures. Le fait d'avoir vraiment une vision globale sur les différentes activités de l'association. On a, contrairement à une période où pendant 25 ans, on a eu beaucoup, beaucoup de changements dans les salariés, les animateurs, animatrices, par exemple, et pédagogiques, faisaient des contrats de 3 ans et au bout de 3 ans, la plupart s'en allaient et là, maintenant, on réussit vraiment à pérenniser les emplois. Et
Et dans le cadre, une dernière petite anecdote, dans le cadre de notre formation là, sur la communication avec bienveillance, on a eu l'occasion de faire un exercice où il fallait, la phrase c'était il faut que j'aille travailler, c'est une contrainte. Elle nous a proposé de lister les besoins pour transformer le il faut que j'aille travailler en je choisis de travailler pour satisfaire mon ou mes besoins. Et donc tous ensemble, parce qu'on était tous les six à participer à cette formation, on a listé nos besoins et quand on a terminé l'exercice, alors que ça fait plus de 20 ans qu'elle fait ça, elle n'avait jamais eu autant de mots de besoins satisfaits par l'équipe à venir, à faire le choix de venir travailler pour satisfaire ces besoins-là. Voilà, j'ai dépassé de 2 minutes, mais j'ai fait comme j'ai pu. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces témoignages très riches qui avaient vocation à compléter les premières présentations. Et désolé pour la question du temps qui est toujours un peu périlleuse. Je vais laisser la parole à peut-être Marc sur des compléments de questions avant de passer la parole à Thomas. Je ne sais pas comment on peut... Alors là, il n'y a pas de nouvelles questions, en tout cas pour la deuxième partie. Donc, enfin, les participantes au webinaire, n'hésitez pas si vous voulez poser des questions, notamment aux deux associations qui viennent de témoigner. Et sinon, toutes les autres questions ont eu la réponse. Peut-être un complément enfin, Sébastien en a parlé un peu. Peut-être Saïd l'a évoqué, mais on l'a un peu pressé. Qu'est-ce que ça, de votre point de vue, qu'est-ce que ça a provoqué au niveau de votre structure, en fait, les éléments de changement par rapport à cet accompagnement que ça a pu engendrer? Ouais, un esprit d'équipe, je crois, et d'une conscientisation de quelque chose qui allait au-delà de leur propre fonction au quotidien et qu'il fallait travailler, mais un sentiment d'adhésion, voilà, à quelque chose qui allait au-delà. Euh, et du coup, cette notion de qualité de vie au travail s'est imposée à nous comme une évidence, en fait, mais moi le premier, et puis aussi les administrateurs, parce que là, on parle aussi des bénévoles, je souligne. Euh, Parce que jusqu'à présent, enfin, vos deux intervenants ne parlaient que de salariés. Là, la complexité, c'est aussi qu'on a des bénévoles qui interviennent et qui sont aussi porteurs de sens et de qualité aussi dans leur intervention. Donc, ça crée un sentiment d'appartenance, je disais, à une structure et autour de valeurs communes. Et je disais aussi, ça porte aussi à une plus-value qu'on ne pourrait pas avoir. Enfin, c'est une compensation de ce qu'on ne peut pas offrir, par exemple, en termes de salarial. Euh, Parce qu'une petite structure que nous sommes, on est dépendant des subventions, etc. Donc, c'est vraiment un salaire au rabais, on va dire, mais c'est de se retrouver dans les valeurs, etc. et dans cet équilibre aussi très enrichissant qui permet d'attirer des collaborateurs et de pouvoir les fidéliser. C'est vraiment ça aussi, en termes de plus-value, de cette notion enfin, de se saisir de la qualité de vie au travail. Là, si Sébastien, avant qu'on passe à la partie suivante, si tu as des éléments complémentaires que le timing un peu serré t'aurait frustré à dire avant qu'on passe à la dernière séquence. Non, je crois que j'ai réussi à tout dire, c'était rapide, mais Et très bien. Il y a juste une dernière question, Marion, d'une personne qui demande combien de temps le DLA a duré pour chacune de ces structures. Alors, l'accompagnement a duré sur 1 an. Ok. Voilà, réparti en temps collectif espacé et des temps individuels aussi espacés pour laisser le temps à la structure de travailler, d'embarquer un certain nombre d'autres personnes qui ne pouvaient pas assister à l'accompagnement direct. Et on a à peu près mis 1 an et voilà, pour clôturer
Et là, on est en train de, entre guillemets, continuer en témoignant. C'est une façon de poursuivre l'accompagnement parce que ça renforce aussi les structures qui ont participé et nous à se dire il y a vraiment ça produit des choses, ça crée de la transformation et de l'envie de le partager. Merci beaucoup. Oui, Sébastien. Et nous, on avait eu le droit à un accompagnement de 6 journées, si je me souviens bien, qui était donc Pas mal. ouais, qui était réparti sur plusieurs mois, comme l'a indiqué Elisabeth, avec des temps de travail entre collègues et avec les bénévoles entre chaque journée. Et l'avantage qu'on a eu, nous, c'était que c'est tombé à une période où le centre était, pour raison de crise sanitaire, euh, contraint contraint de ne pas accueillir de public. Donc on avait cet espace pour travailler ensemble. En fait, souvent dans ce genre d'accompagnement, ce qui manque, c'est le temps pour vraiment développer des outils et les mettre en place. Et du fait de la période particulière, nous, on a eu cette chance de pouvoir le faire en grande partie sur des temps où on était voilà, fermé au public par contrainte. Donc, ça a été pour un des avantages de cette crise pour nous. Ouais. Merci beaucoup. Eh bien, on va glisser justement sur cette partie accompagnement dans une magnifique transition. Je vais laisser la parole à Marc et Thomas pour la partie, effectivement, enfin, on a essayé de vous lister un certain nombre de ressources sur des points de contact en accompagnement qui pourraient être utiles de mobiliser pour se lancer dans ces questions de démarche de qualité de vie et conditions de travail. Je prends le début, du coup, on en a listé, il me semble, 5 ou 6 points de contact qui sont en fait les points de contact auprès desquels on peut avoir un certain niveau de, que ce soit de l'accompagnement ou des financements de démarches ou de la formation qui peuvent répondre à différents besoins. Donc, dans un premier temps, la médecine du travail et le pôle santé-travail de PST le plus proche de chez vous. Donc la médecine du travail qui intervient notamment dans des situations qui peuvent sembler déjà dégradées et nécessitant un soutien psychologique. L'avantage de ça, c'est que le médecin ou la médecine du travail est une sorte de guichet unique qui peut permettre de mobiliser différentes compétences, différentes professions qui peuvent venir accompagner l'association. Ensuite, on a la CARSAT, la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail de votre région, qui peuvent mobiliser des accompagnements et interventions sur le lieu de travail. C'est également la CARSAT qui gère la liste des consultants en prévention des risques psychosociaux et la CARSAT peut aussi, sur demande, proposer des formations enfin, sous condition, c'est plutôt ça que je voulais dire, des formations et des subventions autour de cette notion de qualité de vie et des conditions de travail. La DRETS, Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, enfin, coordonnent les plans régionaux autour de la santé au travail et elles peuvent être aussi émettrices de financement notamment pour mettre en place des démarches autour de la gestion des ressources humaines qui inclut ces notions de QVCT. Euh, Ensuite, on en a parlé tout à l'heure, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui fait office également vraiment de référence sur le sujet avec la production d'un certain nombre d'outils, que ce soit d'information, de formation, ou également la proposition de financement. Euh, Selon les régions, l'ARACT propose des premiers niveaux de sensibilisation ou de formation autour d'ateliers ou de modules de découverte. Euh, propose aussi ce qui peut être assez pratique dans un premier temps, des outils d'autodiagnostic en ligne qu'on a pu vous lister. Il y en a 3.
Et c'est également l'ANACT qui gère le fonds pour l'amélioration des conditions de travail, qui est pour le côté financement. Euh, et je sais plus où je m'étais arrêté. Si, oui, c'est encore un mot sur les syndicats employeurs, pardon. Donc, qui peuvent être aussi source d'information ou d'accompagnement ou même de formation. Alors ça dépend plus de chaque syndicat, mais on a voulu quand même évidemment mentionner les syndicats employeurs et salariés comme une porte d'entrée qui puisse être précieuse, notamment pour ce qui est de l'initiative de salariés. Thomas Thomas, qui je te prend la laisse. suite pour les OPCO, c'est ça? C'était ça. Il a oublié qu'il devait prendre la suite, ou il a disparu. Disparu. Je Je ne le continue vois du pas. coup sur Vas-y. les OPCO et puis Thomas, si tu es de retour, je te laisserai prendre la main. Les OPCO qui sont des acteurs plutôt dans le domaine de la formation, qui peuvent, enfin, qui sont porteurs de dispositifs, notamment autour des enjeux de, de qualité de vie au travail et de ressources humaines. Qui peuvent mettre en place et proposer des formations qui soient totalement prises en charge pour les différents salariés de l'association. Je sais même qu'il y a certains OPCO qui proposent aussi, sous condition, de pouvoir former euh, des bénévoles dirigeants. Euh, Thomas, je vois que Ça tu es y de est, Thomas est Ouais, retour. revenu. je suis Thomas est revenu. Ouais, désolé, ça a coupé pile poil au bon moment. Du coup, effectivement, les têtes de réseau et fédérations associatives, donc dans votre secteur d'activité en tant qu'association, il y a souvent des fédérations et des unions associatives qui regroupent des associations de votre secteur d'activité et qui vous proposent des services, et donc notamment de l'information, de la mise en relation, des formations et de l'accompagnement aussi. Ça va dépendre des territoires, ça va dépendre des fédérations, des unions associatives. Mais en tout cas, c'est des centres de ressources, des interlocuteurs, interlocutrices pertinents pour vous orienter, vous former et vous accompagner vers les bons interlocuteurs pour travailler sur ces enjeux de QVCT. Ensuite, il y a le réseau Guidasso. Je ne sais pas si les structures connaissent trop encore Guidasso. Selon les territoires, Guidasso est en cours d'implémentation, on va dire, de mise en œuvre. Donc, le réseau Guidasso, c'est un réseau composé de structures locales, associations, collectivités, institutions, structures de l'économie sociale et solidaire, qui sont labellisées pour leur mission d'accueil, d'orientation, d'information et d'accompagnement des acteurs associatifs. Donc, c'est des missions qui sont réalisées gratuitement pour les associations et dans chaque territoire, dans chaque région du territoire, il y a du coup un réseau d'acteurs Guidasso avec une cartographie de ces acteurs sur votre territoire. Donc, vous pouvez aller sur taper Guidasso et le nom de votre région, aller sur le site dédié et découvrir sur la carte régionale des points d'appui les structures auxquelles vous pouvez vous référer en fonction de telle ou telle ou telle thématique, sachant que la labellisation de ces structures d'accompagnement est liée à des thématiques d'expertise ou d'orientation, de formation et d'accompagnement. Et enfin, du coup, le DLA, le dispositif local d'accompagnement, qui s'adresse, lui, pour les structures employeuses de l'économie sociale et solidaire, donc pas que les associations, mais toutes les structures de l'ESS employeuses. Et donc, quand on souhaite faire un DLA, on se tourne vers l'opérateur DLA ou l'accompagnateur DLA de notre territoire, la structure qui met en œuvre le DLA sur notre territoire, et on va réaliser un diagnostic co-construit avec cette structure pour déterminer un peu quelles sont les thématiques d'accompagnement prioritaires dans le cadre du DLA qu'on va réaliser du coup ensuite avec un consultant qui va réaliser un accompagnement collectif de nos structures. Et donc parmi ces accompagnements, il peut y avoir un accompagnement à la QVCT, notamment un travail sur les enjeux de gestion des ressources humaines et de qualité de vie au travail. Voilà, donc il y a le site info dla.fr où vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le DLA de votre territoire, de votre département ou de votre région.
Merci Thomas. Effectivement, le DLA peut effectivement avoir des accompagnements collectifs du type du format qui a été réalisé en Occitanie. Il y a aussi une majorité d'accompagnements individuels qui peut être réalisé et c'est un levier utile notamment pour des structures avec des volumes financiers pas forcément énormes qui permettent pas toujours de mobiliser des moyens financiers en accompagnement externe. Je vais laisser la parole à Leslie qui va évoquer brièvement des éléments de ressources plutôt documentaires pour le coup. On vous enverra les éléments complets sur ces aspects-là ensuite dans le diapo. Leslie, je te laisse la parole. Et je coupe mon micro qui a priori fait du bruit. Merci Marion. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Leslie Martin. Je travaille au mouvement associatif Hauts-de-France sur la qualité de l'emploi associatif. Donc, on vient de voir les contacts. Maintenant, on va vous proposer quelques ressources sur le sujet. Donc, vous avez, pour compléter les données qui ont été présentées par Malo en début de webinaire, vous avez aussi Harmonie Mutuelle qui fait régulièrement des baromètres sur le sujet de la qualité de vie et des conditions de travail. Alors là, c'est l'ESS au sens large, donc c'est pas que les associations, c'est aussi les mutuelles, les coopératives. Donc il y a des données intéressantes dans ces baromètres et je vous ai mis en bas un focus qu'on a réalisé aussi, c'est une enquête qu'on a réalisée en Hauts-de-France sur l'attractivité du secteur associatif et la qualité de vie et des conditions de travail, qui met en avant un certain nombre de sujets, notamment la question de la charge de travail. Voilà, donc l'ANACT propose un référentiel qui est très concret, qui en fait pour chaque sujet qui était évoqué en début de webinaire, pour chaque sujet de la QVCT, ce référentiel donne des exemples concrets d'actions qu'on peut mettre en place sur la santé au travail, sur le management, sur l'égalité, etc. Donc c'est un outil clé en main que l'ANACT nous propose. Ensuite, des fiches repères très courtes qui ont été réalisées dans le cadre du DLA en Hauts-de-France, des fiches repères sur l'amélioration de la QVCT dans son association, qui abordent la question de la charge de travail encore une fois, mais aussi de l'articulation vie professionnelle, vie personnelle, des réunions d'équipe, du télétravail. Voilà, une ressource intéressante aussi. Sur la santé, plus précisément, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, le mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes qui propose un webinaire sur la question des risques psychosociaux. Sur la question de la santé encore, il y a l'Institut national de recherche sur la santé qui propose une méthode pour réaliser le DUERP, donc le document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est un document qui est obligatoire, que l'employeur doit créer et mettre à jour chaque année. Pour ce que disait Camille d'Exopé en début de webinaire, pour prévenir les risques professionnels, les évaluer et empêcher qu'ils se produisent. Donc l'INRS propose une méthode sur la réalisation du DUERP. Sur la santé des dirigeants associatifs également, puisqu'on dit qu'un manager soutenant est un manager soutenu. Vous avez des éléments de In Situ, qui est une association qui a travaillé sur la question de la santé des dirigeants associatifs. Ils ont fait une grande enquête sur ce sujet-là. Ils ont identifié un sujet en lien avec la santé des dirigeants qui est le stress dû au financement. Donc, ils ont proposé un outil très concret de gestion budgétaire pour les associations qui permet d'anticiper et d'évaluer les moyens qu'il y a besoin de mobiliser pour faire fonctionner le projet. Ils organisent aussi des webinaires thématiques qui permettent des échanges entre pairs, entre directions d'associations pour empêcher, pour prévenir l'isolement lié à cette fonction. Ensuite, on a l'Inclusiscore. Donc, c'est un outil qui a été créé par le Mouvement associatif national qui permet à l'association de s'interroger sur son inclusivité. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour que l'association soit plus inclusive? La formation des bénévoles, puisque dans une association, les employeurs sont les bénévoles. Légalement, c'est le conseil d'administration qui embauche les salariés. Donc, c'est très important pour les bénévoles de se former sur la question de la fonction employeur, à la fois pour être protecteur pour ses équipes, mais aussi pour protéger sa direction et l'accompagner dans cette fonction.
Et enfin, 2 focus sectoriels, un qui concerne les crèches associatives. Donc, vous avez un livret qui a été réalisé par Colline Assep, qui est le réseau régional Hauts-de-France des crèches associatives et qui a réalisé ce petit guide très concret aussi. Et enfin, concernant les SIAE, donc les structures de l'insertion par activité économique, qui est un gros secteur aussi dans le secteur associatif, ce livret qui concerne ce secteur avec des exemples très concrets aussi. Voilà. Merci beaucoup, Leslie. Il y a aussi pas mal de travaux qui ont été réalisés dans le cadre du secteur culturel qu'on vous diffusera, notamment par l'association Opal et l'UNIOPS aussi, donc pour le secteur sanitaire, social et médico-social, à réaliser des travaux sectoriels. Avant de vous quitter et de vous remercier chaleureusement pour votre participation, en espérant que ce qu'on vous a présenté a pu vous éclairer et au moins vous donner quelques clés sur le sujet. Pour celles et ceux qui auraient déjà engagé des démarches sur cette question de la qualité de vie et des conditions de travail ou sur les questions d'emploi, le mouvement associatif a lancé il y a quelques semaines les Valdec, prix du mouvement associatif. C'est un prix en fait qui vise à soutenir en tout cas et valoriser des initiatives mises en place au niveau interne des structures, donc des démarches par exemple en matière d'amélioration de la qualité de vie au travail, des démarches visant à faciliter l'engagement et à les doter d'un prix et d'une valorisation pour faire valoir le fait que les associations aussi engagent des démarches d'amélioration continue sur différents aspects. Pas de panique, l'appel à candidature est ouvert jusqu'à mi-février et vous pourrez trouver l'ensemble des informations et des catégories sur le site qui est renseigné sur cette page. Voilà pour ce qui est de notre webinaire d'aujourd'hui. Je tiens à remercier toutes les intervenantes et les intervenants. L'ensemble de l'enregistrement va vous être diffusé de même que les ressources. Si vous avez des questions complémentaires, des frustrations ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous en faire part. Et vraiment, merci à vous d'avoir joué le jeu parce que ce sujet de la qualité de vie et des conditions de travail est assez large. Donc, il fallait tout un travail de cadrage. Donc, ça a été une œuvre collective que j'espère nous avons réussi. Voilà, merci à vous et bonne fin de journée. Au revoir. On voit bien l'écran là? Oui. Elisabeth, si tu peux juste couper ton micro et ce sera